Salut à tous. Bon, hier, l'intelligence artificielle la plus dangereuse au monde a été piratée. Et cette IA, elle avait été conçue en secret pour simuler des cyberattaques massives, en fait. Ouais, et le plus dingue, c'est que ça n'a pas été fait par un État rival, ni par un syndicat de hackers d'élite avec des fonds illimités. Ah non, pas du tout. Ça a été fait par un simple groupe de discussion sur Discord qui a littéralement deviné l'adresse du site web. C'est hallucinant. C'est le mot, ouais. C'est complètement absurde. Du coup, bienvenue dans ce nouveau décryptage. Pour ceux qui nous écoutent, on est le 22 avril 2026. L'objectif de notre analyse au scalpel aujourd'hui, c'est de comprendre cette nouvelle ère, ce qu'on appelle la course aux armements des agents autonomes. Exactement. Et pour disséquer cette réalité, on va adopter une posture très pragmatique. On va se mettre dans la peau de stratèges en analyse forensique d'entreprise, tout en gardant un œil critique sur les droits numériques. Ce qui est super important aujourd'hui, ouais. Parce que ce qui se passe actuellement est vraiment paradoxal. L'industrie déploie des infrastructures physiques titanesques, elle remplace des pans entiers de l'économie, tout en trébuchant sur des erreurs de sécurité, d'une banalité affligeante. Bon, décortiquons un peu tout ça. Prenons précisément ce désastre d'Anthropic pour commencer. Leur nouveau modèle, Mythos, ça devait être le joyeux absolu de leur couronne, quoi. C'est ça. C'est un modèle d'IA dit restreint. Ouais, l'accès était verrouillé, limité à quelques agences gouvernementales via leur fameux projet Glasswing. Et la raison officielle, c'est que Mythos est tellement doué pour générer des architectures de cyberattaques complexes qu'il était jugé trop dangereux pour le grand public. L'idée, c'était vraiment de donner une longueur d'avance aux institutions de défense. Sauf que, le jour même de son annonce publique, une brèche a été ouverte. Et ce qui est fascinant ici, c'est pas seulement la fuite en elle-même, c'est vraiment le mécanisme de cette fuite. Vas-y, explique-nous ça. Le groupe Discord n'a pas utilisé un protocole propulsé par une IA quantique pour briser le chiffrement ou quoi que ce soit. Pas du tout. Les membres ont utilisé une méthode d'investigation vieille comme le web, l'énumération de répertoires et la déduction d'URL. Attends, faut clarifier ça. T'es en train de dire qu'il n'y a pas eu de faille girodée, pas de code malveillant injecté ou, je sais pas, une porte dérobée ultra sophistiquée. Non, rien de tout ça. Ils ont juste testé des adresses web au hasard jusqu'à trouver la bonne. Mais c'est fou. Ouais. Enfin, c'est un peu plus méthodique que du simple hasard, hein, mais l'idée est là. En fait, Anthropic a une certaine convention de nommage pour ses environnements de test. Par exemple, si les anciens modèles étaient hébergés sur des sous-domaines spécifiques, genre des trucs de type API, les membres de ce groupe ont simplement déduit la structure logique de la nouvelle adresse. D'accord, je vois. C'est un peu comme construire un coffre-fort invisible avec des murs en titane massif, mais laisser la combinaison du cadenas sur 00000, tout ça parce que c'est le code par défaut que l'entreprise utilise pour tous ses casiers. C'est ridicule. Sauf que, il y a un autre élément crucial, non? Deviner l'URL, ça donne pas accès si le serveur exige une authentification lourde. Comment ils ont contourné cette barrière, du coup? C'est là que la chaîne d'approvisionnement entre en jeu. La brèche a été rendue possible parce qu'un des membres du groupe Discord avait un accès privilégié indirect, via un fournisseur tiers. Ah ouais, la fameuse faille humaine chez le sous-traitant. Exactement. Ces géants de l'IA travaillent avec des myriades de sous-traitants pour l'étiquetage des données, les tests de résistance ou même l'intégration logicielle. Ce sous-traitant en particulier avait un accès valide à l'environnement de Mythos. Et la négligence humaine a fait le reste, quoi. Le contraste est vertigineux, franchement. On crée des systèmes capables de raisonnement stratégique asynchrone et on néglige la compartimentation la plus basique chez les partenaires commerciaux. Anthropic tente de calmer le jeu, hein. Ils affirment que l'activité non autorisée n'a pas impacté leurs systèmes centraux. Oui, bien sûr. Mais le groupe a envoyé des captures d'écran. Ils ont même réalisé une démo en direct avec les journalistes de Bloomberg. Bah oui, les dénégations d'Anthropic pèsent peu face aux preuves visuelles pour le coup. Surtout quand on met cet événement en perspective avec la fuite accidentelle du code source de leur propre modèle, Claude Code, le mois dernier. Ça soulève un énorme problème systémique. C'est clair. Si l'accès aux modèles d'IA les plus performants et les plus dangereux dépend de la rigueur du maillon le plus faible de la chaîne des sous-traitants, l'architecture de sécurité globale de cette industrie, elle est fondamentalement compromise. Et la réalité de cette vulnérabilité, en fait, elle change la donne pour n'importe quelle organisation. C'est pour ça qu'on constate que quand les modèles d'IA les plus sécurisés de la planète sont piratés le jour de leur lancement via des fournisseurs tiers, sécuriser un réseau d'entreprises traditionnelles n'est plus une option viable, sans repenser toute l'architecture. Tout à fait. C'est devenu vital.
Et c'est exactement pour cela que le marché s'oriente vers des solutions structurelles comme REA. REA fournit la couche de sécurité IA Zero Trust qui garantit que les données d'entreprise et les processus internes sont totalement isolés des vulnérabilités de la chaîne d'approvisionnement. Parce qu'on voit bien que sans passer, c'est jouer avec le feu. Ah, c'est du suicide numérique, oui. Et ce besoin d'isolation est d'autant plus critique que la nature même de ces modèles est en train de muter. La faille d'Anthropic, c'est un problème logiciel. Mais pour comprendre vers quoi on se dirige vraiment, il faut regarder le matériel. Le hardware, ouais. Exactement. L'infrastructure physique qui fait tourner ces IA est en train de subir la plus grande transformation depuis l'invention du cloud computing. Ça, c'est le fameux pivot matériel de Google. Parce que si la sécurité logicielle semble bâtie sur des sables mouvants, l'investissement dans le silicium, lui, il est massif, lourd et très très concret. Ah oui, on parle de milliards de dollars, hein. Lors du dernier événement Cloud Next, Google a annoncé la scission historique de sa ligne de puces TPU, les Tensor Processing Units, de 8e génération. Au lieu de fabriquer une seule puce polyvalente, ils ont divisé leur architecture en deux branches bien distinctes, le TPU 8T et le TPU 8i. Et si l'on relie cela au contexte plus large, on comprend qu'à distinction entre le T pour l'entraînement et le I pour l'inférence, c'est pas qu'un détail d'ingénierie, c'est une vraie réorganisation macroéconomique. C'est-à-dire? Traditionnellement, on concevait des processeurs capables de tout faire, même imparfaitement. Mais l'entraînement d'un modèle d'IA et son utilisation au quotidien, ce qu'on appelle l'inférence, ça demande des propriétés physiques totalement opposées en fait. Ah, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Et les spécifications techniques de ces deux puces le prouvent carrément. Le TPU-8, qui a été développé sous le nom de code Sunfish avec Broadcom, c'est un véritable bulldozer. Ouais, un monstre de puissance. Il est conçu pour la force brute. On parle de modules capables de lier 9600 puces ensemble pour atteindre une puissance de 121 hexaflops. 121 hexaflops, c'est une échelle difficile à conceptualiser. C'est énorme. Pour imaginer la chose, l'entraînement d'un modèle avec le TPU-8i, ça revient à demander à un système de lire, de comprendre et de synthétiser l'intégralité du contenu de toutes les bibliothèques du monde, et ça en quelques semaines. Rien que ça. Ça nécessite un traitement par l'eau colossal, une consommation d'énergie massive, mais la vitesse de réponse instantanée, elle n'a aucune importance ici. C'est vraiment du travail de fond. Ouais, je comprends. Mais de l'autre côté, l'architecture du TPU-8i, le fameux ZebraFish, géré avec Mediatek, ça répond à un besoin radicalement différent du coup. Totalement. Là, le but n'est pas de digérer le web, mais d'agir en temps réel. Google a intégré 394 mégaoctets de mémoire SRAM directement sur la puce, avec une bande passante de 288 gigaoctets, et surtout, ils utilisent une nouvelle topologie de réseau appelée Boardfly. Pourquoi toute cette complexité autour de la mémoire et du réseau juste pour la phase d'utilisation? Parce que la latence, c'est le grand ennemi des agents autonomes. La mémoire SRAM placée directement sur la puce, c'est l'équivalent de donner à un chercheur une encyclopédie ouverte collée à son bureau. D'accord, au lieu d'aller chercher le livre à l'autre bout du bâtiment. Exactement. Au lieu de devoir se lever, marcher dans le couloir, chercher le livre dans les rayons d'un serveur distant, l'information est physiquement disponible à quelques millimètres du processeur. Combiné à la topologie Boardfly, qui crée des espèces de voies de circulation express entre les puces sans repasser par un routeur central, la latence est divisée par 5. C'est une prouesse matérielle incroyable. Mais quelle est la finalité stratégique de diviser la production de cette manière? Surtout quand on sait que c'est TSMC qui fabrique ces puces avec Intel et Marvell impliqués dans la chaîne logistique, c'est lourd comme processus. La finalité, c'est l'exécution permanente. Tant que les puces étaient hybrides, l'IA était une sorte d'oracle dormant. Un oracle dormant. Ouais, on posait une question à un chatbot, la puce s'activait, générait du texte et se rendormait. Mais la séparation de l'entraînement et de l'inférence, ça démontre que l'industrie construit une infrastructure pour des agents qui ne dorment jamais. Des agents qui tournent 24 heures sur 24. Exactement. Un agent autonome doit surveiller un marché boursier, corriger du code, envoyer des emails, réajuster ses décisions en permanence. Ça nécessite un silicium dédié uniquement à l'action immédiate. Cette bascule, elle change complètement la dynamique d'investissement. D'ailleurs, quand les géants de la technologie modifient fondamentalement l'architecture de leur silicium pour prendre en charge ces flux de travail agentiques, se fier à l'agitation de Twitter pour planifier un budget informatique devient un suicide financier. Ah, ça c'est certain.
Faut arrêter de suivre la hype. .com. C'est indispensable pour ne pas naviguer à l'aveugle. Ouais, et cette infrastructure physique dont on parle, avec ses mémoires SRAM ultra rapides et ses topologies de réseau optimisées, c'est le moteur. Un moteur d'une puissance inouïe. Mais il y a un problème. Lequel? Un moteur, ça ne sait pas conduire. Et c'est ici que l'histoire prend une tournure vraiment fascinante et, franchement, beaucoup plus sombre. Ah oui, l'apprentissage. Voilà. Comment on apprend à cet agent autonome, soutenu par toute cette puissance de calcul, à réellement utiliser un ordinateur pour accomplir des tâches complexes? Ouais, et la réponse à cette question, elle se trouve dans les méthodes de collecte de données actuelles. On a beaucoup parlé des modèles d'IA qui aspirent le texte d'Internet pour apprendre à parler, mais pour apprendre à utiliser un ordinateur de bureau, la démarche de Meta avec sa récente initiative, la Modal Capabilities Initiative, montre qu'il faut aller beaucoup plus loin. Il faut surveiller l'humain en train de travailler. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage par imitation multimodale. Jusqu'à récemment, l'IA comprenait le langage abstrait. Mais pour utiliser un logiciel comptable, interagir avec un tableau de bord complexe ou naviguer dans une interface d'entreprise, l'IA a besoin d'un contexte spatial. Elle doit comprendre où se trouvent les choses sur l'écran. Exactement. Elle doit comprendre la relation entre un clic de souris, le menu déroulant qui s'affiche juste après et le texte qui en résulte. Et la méthode de Meta pour cartographier ce contexte spatial, elle est juste stupéfiante. Selon des mémos internes, l'entreprise enregistre les frappes au clavier de certains employés, elle suit les moindres mouvements et clics de souris, et elle réalise des captures d'écran intermittentes de leur espace de travail. C'est hyper intrusif. L'objectif explicite, c'est d'enseigner au modèle comment naviguer dans ces interfaces. Ouais, et le mécanisme derrière ça est d'une précision clinique. L'algorithme ne se contente pas d'enregistrer l'endroit où la souris a cliqué, il cartographie les coordonnées de l'écran des dizaines de fois par seconde. Des dizaines de fois par seconde. C'est une surveillance de chaque micro-mouvement. Oui, il analyse la vitesse de déplacement du curseur, le temps d'arrêt, ou même l'hésitation avant de sélectionner une option dans un menu déroulant. En fait, Meta est en train de traduire les délais cognitifs de l'humain et ses intentions physiques en une matrice de données spatiales que l'IA peut reproduire. Mais au fond, qu'est-ce que tout cela signifie concrètement? Il y a un aspect profondément cynique à ce processus. On parle d'employés hautement qualifiés, pour la plupart, qui accomplissent leurs tâches quotidiennes, tout en alimentant clic après clic le système qui a à apprendre à automatiser exactement ces mêmes tâches. On demande à la main-d'œuvre de sculpter son propre remplaçant numérique, en fait. Eh bien cela soulève une question cruciale. Sur le plan du contrat social au sein de l'entreprise, c'est une rupture majeure. Les défenseurs des droits numériques tirent la sonnette d'alarme pour une raison très claire. La surveillance panoptique en milieu de travail, c'est pas nouveau. Mais sa cible a changé. C'est-à-dire Auparavant, mesurer la productivité à la seconde près, chronométrer chaque geste, c'était une pratique généralement infligée aux travailleurs des plateformes de livraison ou de logistique. L'algorithme gérait la cadence. l'optimisation impitoyable du travail physique, quoi. La gig économie. Tout à fait. Mais avec la Model Capability Initiative, cette surveillance granulaire s'invite dans le monde des cols blancs. Le travail intellectuel, qui bénéficiait traditionnellement d'une certaine marge d'autonomie et de confiance, il est transformé en une simple usine d'extraction de données d'entraînement. Et légalement, ça passe. Pas vraiment, non. De nombreux juristes avertissent d'ailleurs que cette extraction systémique de comportements de navigation viole très probablement les cadres légaux européens comme le RGPD, parce que ces lois interdisent une surveillance disproportionnée et non justifiée des employés. Le paradoxe est fou. On espionne le travailleur intellectuel pour extraire son savoir-faire procédural. Et le but n'est pas abstrait, Les résultats de cet apprentissage, ils arrivent déjà sur le marché. C'est l'automatisation agressive des professions de recherche et d'analyse. Par exemple, Google vient de frapper un grand coup avec le déploiement de son outil Deep Research Max, propulsé par le modèle Gemini 3.1 Pro. Ouais, et là, il faut bien distinguer la recherche classique de ce que propose un agent comme Deep Research Max. C'est plus juste Google Search. Ah non, plus du tout. Il ne s'agit plus de taper une requête et d'obtenir une liste de liens bleus. Cet agent a la capacité d'élaborer des rapports de 40 pages de manière autonome. Il intègre des infographies, il synthétise des dizaines de sources discordantes et surtout, il peut se connecter au serveur privé d'une entreprise grâce au protocole MCP. Le Model Context Protocol, c'est une norme qui permet à l'IA d'interroger directement les bases de données internes sécurisées. Exactement.
Ce qui rend ce déploiement redoutable pour le marché de l'emploi, c'est l'intégration native avec des fournisseurs de données financières de premier plan, comme PitchBook, S&P ou FactSet. Donc il fait le travail d'un analyste junior. Pire que ça, l'agent ne va pas seulement lire des articles publics, il exécute des requêtes complexes sur des données financières payantes, il croise les résultats avec les archives internes de l'entreprise via le MCP et il génère des modèles financiers complets. Le travail lourd de synthèse qui justifiait les salaires des analystes financiers, des assistants juridiques ou des consultants, tout ça est transformé en un simple appel API facturable. C'est effrayant. Les compétences cognitives intermédiaires sont mises hors marché. Et cette obsolescence ne touche pas que les analystes, hein. Le monde du développement logiciel vient de subir un choc sismique énorme. SpaceX vient de signer un accord retentissant avec Cursor, une plateforme d'assistance au codage. Ouais, l'accord prévoit le développement d'une IA spécifiquement adaptée à l'ingénierie et au travail de la connaissance de pointe pour les opérations aérospatiales. Mais ce qui défraie la chronique, ce qui est vraiment dingue, c'est que cet accord inclut une option d'achat permettant à SpaceX d'acquérir Cursor pour une valorisation de 60 milliards de dollars. 60 milliards. C'est un chiffre astronomique. Et c'est d'autant plus intriguant que cette annonce survient juste après le transfert de 2 ingénieurs clés de Cursor, Andrew Milic et Jevon Ginsberg, vers xAI pour travailler sous la direction directe d'Elon Musk. La synergie au sein des entreprises d'Elon Musk s'accélère à une vitesse folle. xAI fournissait déjà de la puissance de calcul à Cursor, et maintenant, la boucle se ferme avec cette potentielle acquisition géante. Cependant, il y a une question de fond qui subsiste et beaucoup d'observateurs ont du mal à comprendre cette logique financière. Comment une entreprise comme Cursor peut-elle valoir 60 milliards de dollars alors qu'elle ne possède même pas son propre modèle d'intelligence artificielle fondamentale? C'est la grande question. Bah oui, Cursor n'a pas entraîné de concurrents directs à GPT-4 ou à Claude. En réalité, leur plateforme n'est qu'une surcouche. Elle achète et revend l'accès aux modèles d'Anthropic et d'OpenAI. Comment une interface utilisateur aussi perfectionnée soit-elle peut-elle atteindre une valorisation pareille? Cette incompréhension vient du fait qu'on juge le marché avec les critères de 2023, en fait. À l'époque, le modèle linguistique brut était perçu comme le seul atout précieux. Aujourd'hui, les modèles d'IA fondamentaux deviennent des commodités, ce sont des moteurs interchangeables. Ah d'accord. La véritable valeur économique s'est déplacée vers le monopole du flux de travail. Le fameux workflow, l'espace où la tâche s'accomplit concrètement. Précisément. Cursor, c'est un environnement de développement intégré, un IDE. C'est l'éditeur de texte avancé où les programmeurs passent 10 heures par jour. C'est le point de convergence de toute la création de valeur logicielle. SpaceX ne propose pas 60 milliards pour acquérir une technologie de génération de texte. Ils achètent l'outil de travail en lui-même. Voilà, l'entreprise achète le contrôle du goulot d'étranglement cognitif de l'ingénierie logicielle. Quand l'outil de codage suggère le code, l'écrit, le teste et le déploie, posséder cet outil revient à posséder la chaîne de production intellectuelle. Le changement de paradigme est total. Celui qui possède le clavier virtuel, l'interface où l'humain interagit avec la machine, capture toute la valeur. D'ailleurs, c'est un point crucial pour les leaders et les stratèges. Il faut arrêter de collectionner les applications bêta-tape à l'œil et commencer à déployer de véritables infrastructures. La référence pour ça, c'est de se rendre sur jamjammind.com/toolkit pour obtenir la boîte à outils pour dirigeants de l'IA. Parce que la réalité du terrain, c'est que la valeur se déplace extrêmement vite. Et cette migration de la valeur, elle a un effet d'éviction massif. Tout comme Google Deep Research Max évince le consultant en recherche, les IDE dotés d'agents autonomes rendent le codeur moyen obsolète. C'est la fin du codeur standard. L'industrie ne cherche plus à assister l'humain, elle cherche à intégrer l'humain comme un simple superviseur temporaire d'un processus automatisé. D'ailleurs, Jerry Tuorek, un ancien cadre d'OpenAI, vient de lancer une initiative appelée Core Automation. Le but avoué, c'est de créer des systèmes d'IA dont la seule fonction est de construire et de concevoir d'autres systèmes d'IA. C'est l'automatisation de la boucle de création elle-même. C'est vertigineux. Si on prend du recul et qu'on regarde le tableau d'ensemble qu'on vient de peindre, le paradoxe est juste stupéfiant. D'un côté, on a des entreprises capables de diviser l'architecture physique de leurs puces pour fournir 121 exaflops de puissance à des agents autonomes qui ne dorment jamais. Ouais. On a des algorithmes capables de cartographier la milliseconde d'hésitation d'un employé sur un menu déroulant pour lui voler son savoir-faire procédural. Et on a des agents qui peuvent synthétiser 40 pages d'analyse financière complexe en interrogeant des bases de données privées.
Une accumulation de capacités cognitives artificielles sans précédent, financée par des centaines de milliards de dollars et qui structure une nouvelle hiérarchie du travail. Exactement. Et pourtant, et c'est là tout le cynisme de la chose, ces mêmes entreprises qui orchestrent la destruction créatrice de l'économie mondiale, qui automatisent le code et la pensée, elles sont incapables de verrouiller la porte numérique de leur laboratoire. L'IA la plus redoutable pour la cybersécurité, Mythos, s'est retrouvée dans les mains d'un groupe Discord le jour de sa sortie parce qu'un sous-traitant a trébuché et que l'adresse web était trop facile à deviner. Cela révèle un déséquilibre effrayant, en fait, entre l'ambition technologique et la rigueur opérationnelle. La sophistication des outils de remplacement humain avance à une vitesse exponentielle, mais l'infrastructure de protection, la fameuse OPSEC, elle reste fondamentalement artisanale et humaine, avec toutes ses failles inhérentes. Ce qui laisse une question brûlante en suspens pour ceux qui nous écoutent. Une réflexion profondément perturbante. Si l'intelligence artificielle est désormais capable de s'autoconstruire, de remplacer l'analyse experte et d'infiltrer tous les flux de travail de la connaissance, alors que les entreprises qui se disent pionnières sont incapables de protéger le nom d'un domaine ou de sécuriser la chaîne d'approvisionnement de leurs propres sous-traitants, la vraie question c'est qui tient véritablement le volant de cette course aux armements ? C'est la grande question, ouais. Sommes-nous les architectes d'une nouvelle ère de progrès technologique maîtrisé ou sommes-nous simplement en train de coder, à l'aveugle, les rouages d'une hiérarchie algorithmique implacable qui nous échappe déjà ? La sécurité n'est peut-être qu'une illusion et la clé est probablement encore cachée sous un autre paillasson virtuel, attendant que le prochain curieux trébuche dessus. Merci d'avoir suivi cette analyse. La réflexion continue car les événements s'accélèrent. À très bientôt pour un prochain décryptage.